Je m'appelle Marc, j'ai 34 ans, et mon frère vient de détruire un morceau d'histoire automobile parce qu'il voulait se la jouer cool pour une fille qu'il a rencontrée il y a 3 semaines. Avant de vous parler de la ruine financière qui vient de frapper ma mère comme un train de marchandises, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas crié, pleuré ou donné un coup de poing quand j'ai vu l'épave, vous devez comprendre les voitures, et vous devez comprendre la famille. C'était jeudi matin, 2 jours avant le mariage de ma sœur Olivia. L'air était vif, ce genre de fraîcheur spécifique qu'on trouve fin septembre en Nouvelle-Angleterre. Je me tenais dans le garage détaché du domaine que mon père, Robert, avait loué pour le week-end du mariage. Ce n'était pas juste une maison. C'était un vaste manoir côtier avec une allée qui semblait avoir été conçue pour des publicités de voitures. J'avais de la graisse sous les ongles bien que je les ai frottés 2 fois. Je faisais une dernière vérification sur ma propre voiture, une Ford Mustang Fastback de 1967. J'avais passé les 5 dernières années à la restaurer. Ce n'était pas une construction par chèque. J'ai fait la soudure, le ponçage, la reconstruction du moteur. Chaque boulon sur cette voiture avait ma sueur dessus. C'était ma fierté et ma joie. Peinte d'un bleu nuit profond qui semblait noir jusqu'à ce que le soleil le frappe. J'étais en train d'essuyer le pare-choc chromé quand j'ai entendu le grondement. Ce n'était pas le rugissement rauque d'un muscle américain comme ma Mustang. C'était différent. Un ronronnement mécanique serré. L'ingénierie de précision allemande. Je suis sorti du garage juste au moment où un camion à plateau remontait la longue allée de gravier. Mon père se tenait là, les bras croisés, portant un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mes 3 premières voitures réunies. Papa et maman étaient divorcés depuis 15 ans. C'était une séparation désordonnée impliquant des batailles pour la garde, une pension alimentaire et beaucoup de disputes hurlées pour savoir qui avait la maison du lac. Papa a reconstruit sa vie et sa fortune avec un empire de la construction. Il était strict, précis et n'avait aucune tolérance pour les excuses. Maman, eh bien, nous en viendrons à maman. Marc. Papa m'a fait un signe de tête. Il ne souriait pas souvent, mais ses yeux se plissaient au coin. C'était sa version d'un câlin. C'est là. Le chauffeur a abaissé la rampe et elle était là, une Porsche 356 Speedster de 1958. C'était à couper le souffle. Peinture blanc ivoire qui ressemblait à de la crème liquide. Intérieur en cuir rouge. Les courbes de cette voiture étaient emblématiques. Le genre de design qui fait ressembler les voitures modernes à des appareils électroménagers en colère. Ce n'était pas une réplique. C'était la vraie affaire. Une véritable survivante vintage. Elle est magnifique. Papa, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave respectueuse. C'est une location, a dit papa, sa voix coupante. Pour Olivia. Elle voulait quitter la cérémonie dans quelque chose de classique. J'ai fait jouer beaucoup de relations pour obtenir ce modèle spécifique. C'est de la flotte spécialisée d'un collectionneur privé. J'ai marché autour, terrifié à l'idée même de respirer dessus. Sais-tu à combien elle se négocie en ce moment? Une vraie speedster? Selon les numéros de moteur, tu regardes $250 000 facile. Papa a hoché la tête. 250 000 $ est la valeur assurée sur le contrat. Ce qui m'amène aux règles. Il s'est tourné vers moi, le visage sérieux. J'ai signé le contrat de location personnellement. La police d'assurance est incroyablement spécifique. C'est une police commerciale avec une clause de conducteur stricte. Je suis le seul conducteur autorisé. Je peux la conduire à l'église et je peux la ramener pour les photos de sortie avec Olivia et son mari. Je la conduis jusqu'au bout de l'allée. Il monte pour la photo et c'est tout. Pas de virée, pas de course sur autoroute. Compris, ai-je dit. Je suis sérieux, Marc. Il m'a regardé droit dans les yeux. Si quelqu'un d'autre est au volant et l'égratigne, l'assurance est nulle. Nous sommes responsables de la valeur totale. J'ai besoin que tu gardes un œil dessus. J'ai des réunions avec les traiteurs et ta mère est. Il s'est tu en regardant vers la maison principale où la voiture de maman venait d'arriver. Ta mère cause déjà des maux de tête. Ma mère Patricia a émergé de sa Lexus. Elle portait une robe à fleurs qui était un peu trop voyante pour l'heure matinale et elle semblait prête à se battre. Elle semblait toujours prête à se battre quand papa était là. C'est ça, a-t-elle demandé en s'approchant, ses talons crissant sur le gravier.
Elle n'a pas regardé l'ingénierie. Elle a regardé le symbole de statut. C'est petit. Es-tu sûr que la robe d'Olivia rentrera dans cette petite chose? Robert, c'est une classique, Patricia. Ce n'est pas un monospace, a dit papa, sa patience s'amenuisant déjà. Maman a levé les yeux au ciel et m'a regardé. Marc, pourquoi es-tu couvert de graisse? Les invités vont arriver pour le dîner de bienvenue ce soir. Tu ressembles au personnel de maison. Je détaillais la Mustang, maman, ai-je dit en essuyant mes mains sur un chiffon. Je voulais qu'elle soit belle pour le cortège. Oh, cette vieille chose bruyante, elle a agité une main avec dédain. Je ne sais pas pourquoi tu insistes pour conduire cette voiture bruyante. Caleb vient avec sa nouvelle petite amie. Sophia, c'est une influenceuse, tu sais, très en vue. Nous devons faire bonne impression. Caleb, mon jeune frère, l'enfant doré. Si j'étais le personnel, Caleb était le prince. Il avait 25 ans, beau d'une manière générique, et n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Il avait des idées et des startups qui nécessitaient toujours un financement de maman. Alors que j'utilisais mon salaire de l'atelier de restauration pour construire ma vie, Caleb brûlait son fonds universitaire en voyage à Tulum et en basket de créateur. Est-ce que Caleb amène une voiture? Ai-je demandé en connaissant déjà la réponse. Sa BMW est au garage, a dit maman rapidement. Trop rapidement. Problème de transmission. Il se fait emmener par un ami, mais il aura besoin d'un véhicule pour le week-end. Je lui ai dit que tu l'aiderais. Mon estomac s'est serré. Maman, ma berline est en ville. Je n'ai apporté que la Mustang. Eh bien, il ne peut pas conduire une voiture de location, Marc. Ça fait bon marché. Sophia vient d'une famille riche. De l'argent réel. Elle a lancé un regard noir à papa. Il a besoin de lui montrer qu'il s'intègre dans ce monde. Il peut louer une voiture comme un adulte, a dit papa en coupant la parole. Ou il peut prendre un Uber. Tu as toujours été radin, Robert. Maman a craqué. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu as un cœur. C'est ton fils. Il a 25 ans, Patricia. Il n'en a pas 12. Papa s'est tourné vers moi. Voici les clés de la Porsche. Il m'a tendu une seule clé argentée lourde sur un porte-clés en cuir. Elle semblait simple, mais elle semblait lourde de responsabilité. Mets-les dans le coffre-fort de mon bureau, a ordonné papa. Le code est un 958. Ne les donne à personne. Pas au valet, pas à Olivia, et certainement pas à ton frère. Compris? Compris, ai-je dit. J'ai regardé papa s'éloigner vers la maison pour s'occuper des fleuristes. Maman s'est attardée près de la Porsche, passant une main le long de la porte. C'est vraiment une belle voiture, a-t-elle murmuré. Caleb serait si beau là-dedans. Maman, ai-je dit, ma voix tranchante. N'y pense même pas, papa ne plaisantait pas. L'assurance est strictement pour lui. Si Caleb touche à cette voiture, c'est un désastre financier qui attend d'arriver. Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Détends-toi, Marc. Tu prends tout tellement au sérieux. Tu tiens ça de ton père. Pas de joie, juste des règles. Elle est partie en trombe vers la maison. Je suis resté là un moment à regarder les deux voitures. Ma Mustang, sombre et agressive, symbole de mon travail acharné. Et la Porsche, blanche et immaculée, symbole du succès de papa et de l'image précaire de ce mariage. J'avais un mauvais pressentiment. Un très mauvais pressentiment. J'ai conduit la Porsche avec précaution dans le garage climatisé à côté du SUV de location de papa. Je l'ai recouverte de la bâche en coton doux fournie par la société de location. Ensuite, j'ai verrouillé la porte du garage. Je suis entré dans la maison principale, suis allé directement au bureau temporaire de papa, j'ai ouvert le coffre-fort mural et j'ai placé la clé argentée à l'intérieur. Je l'ai verrouillé et j'ai fait tourner le cadran. Je me sentais en sécurité. Je pensais avoir sécurisé le périmètre, mais j'avais oublié une variable dans l'équation. J'avais oublié que pendant 25 ans, ma mère avait enfreint les règles pour Caleb, et elle n'était pas sur le point de s'arrêter. Maintenant, la tension dans la maison était assez épaisse pour s'étouffer. Pendant que les traiteurs installaient le dîner de répétition, je me suis retiré dans le chalet d'amis que je partageais avec mon ami et partenaire commercial, Nathan. Nathan resserrait sa cravate dans le miroir.
tu as l'air d'attendre qu'une bombe explose, Marc. Caleb arrive, ai-je dit en me versant un verre bien tassé. Et maman est déjà en mode projet impressionner Sophia. Ah. Nathan a hoché la tête. Il connaissait l'histoire. Cache ton portefeuille. Cache tes clés. Ce n'était pas une blague. C'était une stratégie de survie développée sur 2 décennies. En grandissant, la dynamique était claire. J'étais le frère aîné, le responsable, celui qui devait comprendre. Caleb était le bébé, le sensible, celui qui avait besoin d'aide. Je me suis souvenu de l'été de mes 16 ans. J'avais passé 2 ans à tondre des pelouses et à travailler dans un restaurant local pour économiser $1500. J'ai acheté une Honda Civic déglinguée. Elle était moche, tachée de rouille et sentait le chien mouillé, mais elle était à moi. J'ai payé l'assurance, l'essence, les vidanges. 2 semaines après l'avoir achetée, je suis rentré de l'école pour trouver l'allée vide. Maman était dans la cuisine, coupant nonchalamment des légumes. Où est ma voiture, avais-je demandé, la panique montant dans ma poitrine. Oh, Caleb a raté le bus, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je lui ai donné le double des clés. Il est juste allé à l'entraînement de football. Maman, il n'a pas de permis. Il a un permis d'apprenti. Il ne peut pas conduire seul. Il connaît les routes. Marc, ne sois pas si dramatique. Il avait besoin d'y aller. Caleb a ramené la voiture 3 heures plus tard. Le pare-choc avant pendait, traînant sur l'asphalte. Il avait heurté un trottoir en évitant un écureuil. J'étais furieux. J'ai crié. J'ai exigé qu'il paie pour ça. Maman est intervenue, non pas pour gronder Caleb, mais pour me gronder moi. C'est juste un pare-choc en plastique, Marc. Regarde-le. Il tremble. Il est traumatisé. Pourquoi te soucies-tu plus d'une voiture stupide que des sentiments de ton frère? Tu es avide. Avide. C'était son mot préféré. Chaque fois que je voulais garder quelque chose que j'avais gagné, j'étais avide. Chaque fois que Caleb voulait quelque chose qu'il n'avait pas gagné, il était dans le besoin. Ça ne s'est pas arrêté là. Mon appareil photo, Caleb l'a emprunté pour un voyage et l'a perdu. Maman a dit que j'aurais dû mieux prendre soin de mes affaires. Mon ordinateur portable, Caleb a renversé du soda dessus. Maman a dit que c'était un accident. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, papa a proposé de m'aider pour un acompte sur un appartement. J'ai refusé. Je savais que si je prenais de l'argent, il y aurait des conditions, ou pire, maman me culpabiliserait pour laisser Caleb y vivre sans loyer. J'ai bâti mon entreprise de restauration à partir de rien. Je vivais dans un petit appartement, je mangeais des nouilles instantanées et je réinvestissais chaque centime. Caleb, d'un autre côté, a eu le fonds universitaire. Il est allé dans une université privée d'arts libéraux qui coûtait $60 000 par an. Il a changé de majeur 4 fois. Il a abandonné en 3e année parce que cela étouffait sa créativité. Il est rentré à la maison avec une Audi flambant neuve que maman avait co-signée. Papa a essayé d'intervenir. Il a coupé les vivres à Caleb après l'abandon. Ce fut le catalyseur de la phase amère finale de leur guerre de divorce. Maman a vu le refus de papa de financer le mode de vie de Caleb comme une attaque contre son éducation. Alors, elle a doublé la mise. Elle a plafonné les cartes de crédit, contracté des prêts, n'importe quoi pour prouver que son enfant doré réussissait. Et maintenant nous étions ici, le mariage d'Olivia, la scène ultime. Et Nathan a claqué des doigts, me ramenant au présent. Sors de là. Nous avons un dîner de répétition auquel assister. Garde juste tes distances. Reste avec moi. On parlera de clés dynamométriques et de géométrie de suspension s'il s'approche de nous. Nous avons marché jusqu'à la maison principale. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur le domaine. C'était parfait comme sur une photo. Tente blanche, guirlande lumineuse, serveur passant du champagne. Puis un bruit de cliquetis fort a brisé l'ambiance. Un taxi s'est arrêté. Pas un Uber Black, mais un taxi local déglingué avec un pot d'échappement qui sonnait comme une mitraillette. Caleb est sorti. Il avait l'air cher. Il portait un costume trop serré, des mocassins sans chaussettes et des lunettes de soleil malgré le crépuscule. Mais il y avait une énergie frénétique autour de lui.
Il a tiré une valise du coffre, puis s'est tourné pour aider une fille à sortir, Sofia. Elle était magnifique, je lui accorde ça. Mais elle avait un téléphone à la main, s'enregistrant en train de sortir du taxi. Elle a légèrement froncé les sourcils devant le taxi, puis a orienté la caméra vers le manoir, son expression passant instantanément à un faux sourire éclatant. Nous sommes arrivés, je l'ai entendu gazouiller à l'écran. Maman s'est précipitée en avant, poussant pratiquement un serveur sur le côté. Caleb, chérie, tu as réussi. Elle l'a serré dans ses bras, puis s'est tournée vers Sofia. Et tu dois être Sofia. Bienvenue dans notre domaine familial. J'ai grimacé. Ce n'était pas notre domaine. C'était une location. Mais maman tissait déjà le récit. Je me suis approché, Nathan me flanquant. Et, petit frère, ai-je dit en tendant une main. Caleb m'a regardé, puis a regardé Nathan. Il ne m'a pas serré la main. Il a opté pour une accolade fraternelle performative qui impliquait trop de tapes dans le dos. Marc le singe mécanicien. Il a ri. Sofia, voici mon frère Marc. Il répare des voitures pour gagner sa vie. Je restaure des automobiles anciennes, ai-je corrigé calmement. Ravi de te rencontrer, Sofia. Sofia m'a regardé de haut en bas, a vu mon costume simple et a perdu tout intérêt. Charmée, a-t-elle dit en regardant au-delà de moi. Caleb, bébé, où est-ce qu'on loge? J'ai besoin de charger ma ring light. Maman nous a installés dans la maison principale, a dit Caleb. Puis il s'est tourné vers moi, sa voix baissant. Et, écoute à propos du taxi. Super embarrassant. Ma BMW reçoit un revêtement personnalisé. Je ne pouvais pas la mener, tu vois. J'ai dit le problème de transmission. Il a cligné des yeux. Ouais, ça aussi. Écoute, maman a dit que tu avais conduit la Mustang. Je peux avoir les clés? Juste pour ce soir. Je veux emmener Sofia au port pour boire un verre plus tard. Lui montrer les sites. Ça y était. 5 minutes. Ça a pris 5 minutes. Non, ai-je dit. Allez, Maz. Ne sois pas comme ça. C'est une voiture cool. Sofia adore les ambiances vintage. La Mustang est manuelle, Caleb. Tu ne sais pas conduire une manuelle. Tu as ruiné les vitesses de ma Jeep quand tu avais 18 ans. Tu te souviens. J'ai appris. Je suis bon maintenant. Non, ai-je répété plus fermement cette fois. Elle est garée. Elle reste garée jusqu'au cortège samedi. Le visage de Caleb s'est assombri. Le charme s'est évaporé. Tu es un tel connard. Tu dois toujours être le gardien. Maman est apparue à son coude comme invoquée par sa détresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Marc ne veut pas me prêter la Mustang. Caleb a jeun. Il a vraiment jeun. Maman a tourné son regard noir vers moi. Marc, donne-lui les clés. C'est ton invité. C'est la famille. Il ne sait pas comment la conduire, maman. Et je ne prends pas le risque. C'est une voiture de 50 ans. Ce n'est pas un jouet. Je me fiche de ta stupide voiture, a sifflé maman. Sa voix basse pour que les autres invités n'entendent pas. Je me soucie que cette famille ait l'air unie et prospère. Donne-lui les clés. Non. Je me suis tourné et je suis parti. J'ai entendu maman dire quelque chose à Caleb, l'apaisant. Ne t'inquiète pas, chérie. On va trouver quelque chose. Marc est juste jaloux. Je suis allé au bar et j'ai commandé un double bourbon. Je pensais avoir gagné. Je pensais que tenir bon était la fin de l'histoire. J'étais naïf. J'avais sous-estimé jusqu'où maman irait pour maintenir l'illusion en vie. Le dîner de répétition était un flou de sourires forcés et de verres qui s'entrechoquent. Papa était assis à un bout de la longue table, maman à l'autre. La distance entre eux ressemblait à une zone démilitarisée. Olivia avait l'air heureuse mais stressée, ses yeux naviguant constamment entre ses parents. J'étais assis près de papa. Nous avons parlé affaires, marché, de tout sauf du drame qui se déroulait à l'autre bout de la table. Caleb tenait la cour, racontant des histoires bruyantes dont je savais qu'elles étaient exagérées. Sofia diffusait la nourriture en direct. Vers 21h, les choses ont commencé à se calmer. Papa s'est levé.
Je vais me coucher. Grand jour demain. Marc, vérifie le périmètre avant d'aller au chalet. Je le ferai, papa. Papa est allé dans son bureau pour passer quelques appels avant de se coucher. Je suis resté pour finir mon verre et dire bonne nuit à Olivia. C'est là que j'ai vu maman. Elle sortait du couloir qui menait au bureau de papa. Elle avait l'air coupable. Il y a un regard spécifique que ma mère a quand elle a fait un coup tordu. Ses épaules étaient voûtées et elle marchait vite. Quand elle m'a vu, elle s'est redressée et a collé un sourire sur son visage. « Tu vas au lit, maman ?» ai-je demandé. « Oui, épuisée. Ça a été une longue journée. » Elle serrait son sac à main contre son flanc. « Bonne nuit, Marc. » Elle s'est dépêchée de passer devant moi vers l'escalier qui menait aux suites d'invités. J'ai froncé les sourcils. Quelque chose clochait. J'ai regardé vers le bureau. La porte était légèrement entr'ouverte. Je me suis approché et je l'ai poussée. Papa n'était pas là. Il avait dû monter dans sa chambre par l'escalier arrière. La pièce semblait normale. Le bureau était rangé. J'ai regardé le coffre-fort mural. Il était fermé. « Tu es paranoïaque, Marc ?» me suis-je dit. Elle était probablement juste allée là-bas pour chercher un stylo ou pour fouiner dans ses papiers. Je suis sorti. L'air nocturne était salé et frais. J'ai marché vers les garages. J'ai vérifié le verrou du garage abritant ma Mustang, sécurisé. Puis j'ai marché vers le garage principal, celui abritant le SUV de location et la Porsche. Le voyant du clavier clignotait en vert. Mon cœur s'est arrêté. J'ai tapé le code et la lourde porte s'est enroulée. Le SUV était là. La Porsche avait disparu. L'espace où la Speedster blanche avait trôné était vide. La bâche en coton était froissée sur le sol en un tas comme une robe jetée. Non, ai-je chuchoté. Non. J'ai sprinté vers la maison. J'ai monté les escaliers 4 à 4. J'ai martelé la porte de Caleb. Pas de réponse. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. J'ai couru vers la chambre de maman. Je n'ai pas frappé. J'ai fait irruption. Maman était assise à sa coiffeuse, enlevant son maquillage. Elle a sursauté, laissant tomber un coton. « Marc, qu'est-ce qui te prend ? Où est-il » ai-je exigé, ma voix tremblant de rage. « Où est Caleb ? » Il est sorti, a-t-elle dit calmement, se retournant vers le miroir. Lui et Sophia voulaient voir la côte au clair de lune. « Avec quelle voiture, maman ? Avec quelle voiture ? » Elle a soupiré, tamponnant son visage. « J'ai résolu le problème, Marc. Puisque tu étais si égoïste avec ta Mustang, j'ai trouvé les doubles des clés de ton autre voiture. La blanche. » La pièce a tourné. « Mon autre voiture ? Maman, je n'ai pas de voiture blanche. Ne sois pas idiot. Je l'ai vue dans le garage. La petite décapotable. J'ai trouvé la clé dans le bureau de ton père sur le bureau. Il a dû la laisser traîner. Maman, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Ce n'est pas ma voiture. Quoi ? Elle a fait une pause. Ce n'est pas ma voiture. C'est la location. La Porsche Speedster de 1958. Celle que papa a louée pour le mariage. Elle a agité une main. Oh, peu importe. C'est une voiture. Elle a l'air vieille, tout comme la tienne. Quelle est la différence ? La différence, ai-je étouffé, c'est que la police d'assurance stipule spécifiquement que seul papa peut la conduire. Si quelqu'un d'autre la conduit, la couverture est nulle. Zéro. Nada. Maman s'est arrêtée. Elle s'est retournée lentement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que cette voiture vaut $250 000, maman. Et tu viens de laisser Caleb, qui a un historique de conduite imprudente, la prendre pour une virée. Tu exagères, a-t-elle raillé, mais sa voix a vacillé. C'est une location. Les locations ont une assurance. Pas quand tu violes le contrat. Papa m'a dit de mettre la clé dans le coffre. Comment l'as-tu eu ? Le coffre était ouvert. Elle a menti. Je savais qu'elle mentait. Elle avait probablement regardé papa taper le code plus tôt ou l'avait deviné. Papa utilisait des années de naissance.
1958 était l'année de la voiture, mais aussi l'année de naissance de son architecte préféré. Maman connaissait ses codes. Appelle-le, ai-je ordonné. Appelle Caleb tout de suite et dis-lui de ramener la voiture. Dis-lui de conduire à 8 km/h, je ne peux pas, a-t-elle dit en regardant son téléphone. Il a dit qu'il éteignait son téléphone. Il voulait une soirée romantique. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Caleb directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé Nathan. Prends le camion. Retrouve-moi devant. Caleb a volé la Porsche. Il a quoi? Prends juste le camion. J'ai couru vers la chambre de papa. Je devais le réveiller. Je devais lui dire, mais j'ai hésité à la porte. Si je lui disais maintenant, l'explosion détruirait le mariage avant même qu'il ne commence. Trouve la voiture d'abord, ai-je pensé. Ramène-la. Prie pour qu'il n'y ait pas une égratignure dessus. Ensuite, dis-le à papa. J'ai couru dehors. Nathan arrivait dans son pick-up. J'ai sauté dedans. Par où, a demandé Nathan. La route côtière. J'ai dit qu'il voulait frimer. Il irait aux falaises. Nous sommes sortis de l'allée en trombe. L'horloge du tableau de bord indiquait 22h15. À quel point c'est grave, a demandé Nathan en s'insérant sur l'autoroute. C'est une Speedster de 1958, Nat. Frein à tambour, pas de direction assistée, moteur arrière. C'est une voiture délicate à conduire si tu ne sais pas ce que tu fais. Caleb conduit comme s'il était dans un jeu vidéo. Nous avons conduit pendant 20 minutes. Je scannais la route à la recherche de ses phares distincts. Chaque fois qu'une voiture passait, mes muscles se tendaient. Peut-être qu'il fait juste une balade, a dit Nathan. Peut-être qu'il se gare et s'embrasse. Caleb ne fait pas de balade. Il performe. Mon téléphone a vibré. Ce n'était pas Caleb. C'était un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis une photo s'est chargée. Mon estomac est tombé par terre. C'était un selfie. Sophia faisant le signe de la paix. Cheveux au vent. En arrière-plan, Caleb était au volant, souriant comme un maniaque. Le compteur de vitesse était visible dans le coin du cadre. Il indiquait 85 000 par heure, 136 km/h. Il fait du 136, ai-je dit, ma voix morte. Dans une voiture de 60 ans avec une technologie de suspension de l'administration Eisenhower. Où est-ce que ça a été pris, a demandé Nathan. J'ai zoomé. C'est le tournant du phare à environ 8 km d'ici. Accroche-toi, a dit Nathan en appuyant sur l'accélérateur. Nous avons contourné le virage près du phare. 3 minutes plus tard, nous avons vu les traces de dérapage en premier. De longues traînées noires de caoutchouc qui allaient de travers sur la voie centrale. Puis nous avons vu la glissière de sécurité brisée. Et puis en bas du talus reposant contre un chêne massif. Nous l'avons vu, ou ce qu'il en restait. La Porsche blanche était froissée. Le capot avant était plié comme un accordéon. De la vapeur montait du compartiment moteur arrière. Oh mon Dieu, a chuchoté Nathan. Je n'ai rien dit. J'ai senti un étrange détachement froid m'envahir. Je n'étais plus paniqué. Je n'étais pas en colère. J'avais juste fini. Nous nous sommes garés et avons dévalé le talus. Caleb était assis sur l'herbe, serrant son bras. Il y avait du sang sur son front. Sophia se tenait au-dessus de lui, criant dans son téléphone, n'appelant pas le 911, mais diffusant en direct. On vient de s'écraser. Oh mon Dieu, les gars. On a failli mourir. Elle criait à l'écran. Je me suis approché de la voiture. Elle était en épave. Le châssis était tordu. L'essieu avant était cassé. Le pare-brise était brisé. Marc. Caleb a levé les yeux, ses yeux écarquillés et vitreux. Il sentait le whisky cher. Marc, les freins. Ils se sont juste bloqués. Ce n'était pas ma faute. Et regardez la voiture. J'ai regardé les traces de dérapage. Les freins ne se sont pas bloqués, Caleb, ai-je dit calmement. Tu es entré dans un virage à rayon décroissant à 130 km/h et tu as lâché l'accélérateur. Sur virage brusque. Tu as fait un tête à queue. Mon bras me fait mal.
Il a gémi. Tu as de la chance d'être en vie, ai-je dit. Cette voiture n'a pas d'airbag. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas appelé une ambulance. Sophia avait enfin arrêté de diffuser et avait dit que la police arrivait. J'ai appelé papa. Marc. Sa voix était groggy. Il est tard. Papa, ai-je dit, tu dois te réveiller et tu dois apporter les papiers d'assurance. Les lumières clignotantes des voitures de police peignaient les arbres en éclats rythmiques de rouge et de bleu. Une ambulance était arrivée et les ambulanciers vérifiaient Caleb et Sophia. Ils allaient miraculeusement bien. Contusionné, secoué, Caleb avait un poignet fracturé, mais vivant. La voiture avait pris le plus gros de l'impact, se froissant exactement comme elle n'était pas conçue pour le faire. Je me tenais près de la glissière de sécurité en regardant la scène. L'officier de police, un homme à l'air sévère nommé sergent Miller, faisait passer un test de sobriété à Caleb. Même d'ici, je pouvais voir Caleb vaciller. Mon téléphone a sonné. C'était maman. Marc. Sophia vient de poster une vidéo. Elle a dit qu'il s'était écrasé. Est-ce que Caleb va bien? Dis-moi qu'il va bien. Il est vivant, ai-je dit. Il a un poignet cassé. Oh, mon pauvre bébé. Où es-tu? J'arrive. Nous sommes au virage du phare. La police est là. La police? Pourquoi la police est-elle là? Marc, arrange ça. Dis-leur que c'était un accident. Ne les laisse pas l'arrêter. Je ne peux pas les arrêter, maman. Il sent comme une distillerie. Il a seulement bu du vin au dîner. Tu sais, il devient anxieux. N'ose pas les laisser l'emmener. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, le SUV noir de papa s'est arrêté. Il est sorti. Il ne courait pas. Il marchait avec une lenteur contrôlée terrifiante. Il portait un jean et un pull par-dessus son pyjama, mais il avait l'air plus intimidant qu'en costume. Il est passé devant moi, devant Nathan, et est allé directement au bord du talus. Il a regardé l'épave blanche illuminée par les projecteurs de la police. Il l'a fixée pendant une minute entière. Puis il s'est tourné vers moi. Est-il vivant? A demandé papa. Oui, poignet cassé. Sophia va bien. Avait-il bu? Oui. Papa a hoché la tête. Il n'a pas crié. Il n'a rien jeté. Il a juste sorti un dossier de sa voiture. Il avait apporté le contrat de location. Maman est arrivée quelques instants plus tard. Elle a fait crisser sa Lexus pour s'arrêter et est pratiquement tombée de la voiture. Elle a couru devant papa. Devant moi et a essayé de traverser le cordon de police pour atteindre Caleb. C'est mon fils. Laissez-moi passer. Madame, reculez, a dit fermement le sergent Miller. Nous menons une enquête. Il est blessé. Il a besoin d'un hôpital. Il est en cours d'évaluation en ce moment même. Il est soupçonné de conduite sous influence. Maman s'est retournée et m'a vu. Elle a marché vers moi, le visage tordu de fureur. Pourquoi restes-tu juste là? Elle a sifflé vers moi. Fais quelque chose. Parle à l'officier. Dis-lui que la voiture a mal fonctionné. Je ne mens pas à la police, maman. Elle s'est tournée vers papa. Robert, fais quelque chose. Ton fils saigne. Papa l'a regardé. Il a écrasé la voiture. Patricia, il a volé la voiture et l'a écrasée. Il ne l'a pas volée, a hurlé maman. Je lui ai donné les clés. C'était un malentendu. Les yeux de papa se sont écarquillés. Tu lui as donné les clés. Je pensais que c'était l'autre voiture de Marc. La blanche. Papa m'a regardé. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas de voiture blanche, papa. Tu le sais. Elle le sait. Ça n'a pas d'importance. Maman a agité les bras. Regarde la voiture. C'est juste un petit accrochage. Marc peut la réparer. Il répare des voitures. C'est ce qu'il fait. Marc, dis à ton père que tu peux la réparer. J'ai regardé la Porsche. Le châssis était plié. Le bloc moteur était probablement fissuré.
La carrosserie en aluminium roulé à la main était détruite. Ce n'était pas une réparation. C'était une perte totale. Maman, ai-je dit, je ne peux pas réparer ça. Bien sûr que tu peux. Tu es juste paresseux. Tu veux le voir souffrir? Elle s'est tournée vers papa. Robert, dis-lui de la réparer. Nous paierons les pièces. Ça ne peut pas être si cher. C'est une vieille voiture. Patricia, a dit papa, sa voix glaciale. C'est une Porsche Speedster de 1958. C'est une location et je tiens la police d'assurance juste ici. Alors réclame-la, a-t-elle craqué. C'est pour ça que tu as une assurance. Papa a ouvert le dossier. Il a braqué sa lampe de poche sur le paragraphe surligné. Clause 4.1, a lu papa. Conducteurs autorisés. La couverture n'est valide que si le véhicule est conduit par le signataire Robert Vance. L'utilisation par toute autre partie, autorisée ou non autorisée, rend toute couverture collision et responsabilité nulle et non avenue. Le locataire assume l'entière responsabilité de la valeur totale de remplacement du véhicule. Il a levé les yeux. Et puis il y a la clause DUI, conduite sous influence. Même si je l'avais ajouté, l'alcool l'annule de toute façon. Maman a cligné des yeux. La réalité ne pénétrait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit en m'avançant, que la compagnie d'assurance ne paie pas un centime. Tu te moques de moi. Elle a ri nerveusement. Je n'ai pas d'argent pour une voiture comme ça. Combien ça peut être? 20 000? 30? 250 000 $, a dit papa. Le silence qui a suivi était plus lourd que l'accident. Le seul son était le crépitement de la radio de police. 2. La bouche de maman s'est ouverte et fermée. 250 000 plus les frais de perte d'usage, a ajouté papa. Plus les frais administratifs, plus les frais juridiques que je vais encourir quand l'agence de location me poursuivra. Mais. Maman a regardé l'épave. C'est juste une voiture. Elle est petite. C'est un objet de collection, Patricia, a dit papa. Et tu viens de l'acheter. Juste à ce moment-là, l'officier s'est approché. Monsieur Vance, le conducteur, Caleb Vance, est placé en état d'arrestation pour conduite sous influence et mise en danger imprudente d'autrui. Nous l'emmenons au poste pour l'enregistrement après qu'il aura été autorisé à sortir de l'hôpital. Non, a crié maman. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, madame. Il a soufflé à 0,14. C'est près du double de la limite légale. Maman a attrapé le bras de papa. Robert, arrête-les. Appelle ton avocat. Fais quelque chose. Papa a retiré son bras. Il a regardé Caleb, qui était menotté contre le capot de la voiture de patrouille. Caleb avait l'air terrifié maintenant. L'adrénaline s'estompait et la réalité s'installait. Il nous a regardés, ses yeux suppliants, papa, maman, à l'aide. Papa a regardé maman. Tu voulais qu'il impressionne la fille, Patricia, a dit papa. Eh bien, il a certainement fait d'impression. Papa s'est tourné vers l'officier. Faites ce que vous avez à faire, sergent. Je vous retrouverai au poste pour fournir les documents du véhicule. Robert, a hurlé maman. Tu l'abandonnes. Non, a dit papa en retournant à son SUV. Je le laisse faire face aux conséquences de ses actes pour la première fois de sa vie. Maman est restée là à trembler. Elle m'a regardé. Marc, s'il te plaît, parle à ton père. Je l'ai regardé. J'ai pensé à ma Mustang. J'ai pensé à ma première voiture avec un pare-choc cassé. J'ai pensé au fonds universitaire. Je ne peux pas réparer ça, maman, ai-je dit. Je ne suis que le mécanicien. Je me suis tourné et j'ai marché vers le camion de Nathan. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur le domaine comme si de rien n'était. Les oiseaux chantaient. Les traiteurs installaient des chaises pour la cérémonie, mais à l'intérieur de la maison, c'était un enterrement. Caleb était toujours en détention. Il n'avait pas encore payé sa caution parce que papa refusait de la poster, et maman n'avait pas l'argent liquide sous la main. Sophia était partie. Elle a appelé un Uber depuis l'hôpital et a posté une mise à jour de statut déchirante sur l'énergie toxique avant de bloquer Caleb sur toutes les plateformes.
J'étais assis dans la cuisine en buvant du café noir. Papa est entré. Il était habillé dans son costume, prêt pour le mariage. Il avait l'air fatigué mais résolu. L'agence est prévenue, ai-je demandé. Oui, a dit papa en se versant une tasse. Ils sont mécontents. Ils envoient un représentant pour évaluer les dégâts, mais je leur ai déjà viré le montant total pour couvrir le remplacement. J'ai dû liquider un portefeuille d'obligations pour le faire rapidement. Tu l'as payé? Je devais le faire. Mon nom est sur le contrat. Si je ne paie pas, ils me poursuivent. Ils s'en prennent à mes actifs commerciaux. C'est un gâchis. Alors, Caleb s'en tire. J'ai senti la vieille colère monter à nouveau. Non, a dit papa. Il a posé sa tasse. Le bruit de la céramique sur le granit était net. Pas cette fois. Maman est entrée dans la cuisine. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre. Robert, a-t-elle dit, sa voix rauque. J'ai besoin de 5 000 $ pour la caution. Et nous avons besoin d'un avocat de la défense pénale. Un bon. Je ne paie pas pour un avocat, Patricia, a dit papa. Et je ne paie pas la caution. C'est ton fils. Elle a claqué sa main sur la table. Il a fait une erreur. Il a commis un crime, a dit papa. Et il a détruit un actif d'1/4 million de dollars. L'assurance, a-t-elle commencé? Il n'y a pas d'assurance, a rugi papa. C'était la première fois que je l'entendais élever la voix depuis des années. Parce que tu as volé la clé et que tu l'as donnée à un conducteur ivre. L'assurance est nulle. Eh bien, tu es riche, a hurlé maman en retour. Tu peux te le permettre. Pourquoi me punis-tu? Papa a plongé la main dans sa mallette et a sorti un document. C'était un bloc-notes légal avec son écriture dessus. J'ai payé l'agence de location ce matin, a dit papa. 258 000 $ frais inclus. Maman a laissé échapper un soupir de soulagement. Tu vois, je savais que tu gérerais ça. Merci, Robert. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. J'ai géré l'agence, a dit papa. Maintenant je te gère toi. Il a fait glisser le papier sur la table. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. C'est une reconnaissance de dette, a dit papa. Et un avis d'intention de placer un privilège sur ta maison. Maman s'est figée. Ma maison? Tu possèdes la maison sur le lac en pleine propriété, a dit papa. Elle est évaluée à environ 450 000 $. Tu vas signer un document reconnaissant une dette envers moi de 258 000 $. Tu vendras la maison pour me rembourser ou je te poursuivrai pour vol, négligence et dommages. Et puisque tu as admis à l'officier de police hier soir que tu lui as donné les clés, c'est une affaire classée d'avance. Tu poursuivrais la mère de tes enfants, a chuchoté maman. Tu m'as volé, Patricia. Tu es allé dans mon coffre-fort, tu as pris une clé et tu as facilité la destruction de biens qui étaient sous ma garde. Tu as risqué la vie de notre fils pour frimer. Je ne savais pas que c'était cette voiture. Je pensais que c'était celle de Marc. Papa m'a regardé. Et ça, ai-je dit en prenant la parole, c'est pourquoi je ne me sens pas mal, maman. Tu pensais que c'était ma voiture. Tu pensais que tu volais ma voiture, risquant ma propriété pour laisser Caleb jouer au grand seigneur. Tu te fichais que ma voiture soit détruite. Tu ne te soucies que maintenant parce que le prix est trop élevé pour toi. Maman a regardé entre nous. Elle avait l'air piégée. Je ne peux pas vendre la maison. C'est tout ce que j'ai. Alors tu n'aurais pas dû la parier, a dit papa. Tu as deux choix. Signer la note, vendre la maison et me rembourser. Ou je dépose une plainte civile lundi. Et la police ajoute le grand larcin aux charges de Caleb parce qu'il a pris le véhicule sans le consentement du propriétaire. Si je te paie, la voix de maman tremblait. Aideras-tu Caleb avec l'avocat? Non, a dit papa. L'argent de la maison paie la voiture. Caleb est un adulte. Il peut utiliser un avocat commis d'office. Il doit apprendre que les actions ont des conséquences. Maman a éclaté en sanglots. Des sanglots laids et haletants. Tu nous ruines. Non, maman, ai-je dit. Le mariage a continué. Il le fallait. Olivia était dévastée quand elle a entendu, mais elle était aussi furieuse.
Elle a interdit à maman de porter un toast. Elle a dit à papa de l'accompagner seul jusqu'à l'hôtel. Maman a passé tout le mariage assise au dernier rang portant des lunettes de soleil pour cacher ses yeux enflés. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas dansé. Caleb a passé le week-end à la prison du comté. Il a été mis en accusation le lundi matin. J'ai conduit la Mustang pour le cortège. Olivia et son mari étaient assis à l'arrière. Le grondement de ce V8 américain était la seule musique dont nous avions besoin. Ce n'était pas l'élégance raffinée de la Porsche, mais c'était réel. C'était fort et c'était à moi. Dans les semaines qui ont suivi, le démantèlement de la vie de ma mère a commencé. Elle a signé les papiers de papa. Elle n'avait pas le choix. Elle a mis la maison du lac sur le marché. Elle s'est vendue rapidement, mais le marché avait légèrement baissé. Après avoir remboursé papa et les frais de clôture, il lui restait environ 150 000 $. Cela semble beaucoup, mais pour une femme qui n'avait pas travaillé depuis 20 ans et avait des goûts dispendieux, c'était angoissant. Elle a dû emménager dans un appartement de 2 chambres. Caleb a plaidé coupable de DUI et de conduite imprudente. Parce que c'était sa première infraction, il a évité la prison, mais il a eu une probation, des travaux d'intérêt général et a perdu son permis pendant 1 an. Il avait aussi un casier judiciaire maintenant. Les startups se sont évaporées. Sophia était partie depuis longtemps. Papa a tenu parole. Il n'a pas donné un centime à Caleb. Caleb a dû trouver un travail pour payer ses frais de justice et ses amendes de probation. Il a fini par travailler dans une entreprise d'aménagement paysager, transportant du paillis et creusant des trous. Travail manuel. Maman a essayé de me culpabiliser pour l'aider. Il creuse des fossés, Marc. C'est humiliant. C'est un travail honnête, lui ai-je dit. Ça lui forgera le caractère. Je te déteste, m'a-t-elle dit au téléphone. Toi et ton père. Vous êtes sans cœur. Nous ne sommes pas sans cœur, maman. Nous avons juste fini de payer pour le spectacle. 6 mois plus tard, j'étais à mon atelier. Je travaillais sur une Jaguar E-Type de 1969. La cloche de la porte a sonné. C'était Caleb. Il avait l'air différent. Il était plus mince, bronzé à force de travailler dehors. Ses mains étaient rugueuses. Il ne portait pas de vêtements de créateur. Il portait des bottes de travail et un jean. Et, a-t-il dit. Il a regardé le sol. Et, ai-je dit en posant ma clé. Comment va l'aménagement paysager? Dur, a-t-il dit. Ça casse le dos. Ouais. Il s'est approché de la Jaguar. Il ne l'a pas touchée. Il l'a juste regardée. Je suis venu te rembourser, a-t-il dit. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une enveloppe. Il l'a mise sur mon établi. Qu'est-ce que c'est? C'est 500 $, a-t-il dit. Je sais que ça ne couvre pas la Porsche. Je sais que maman a payé pour ça, mais tu te souviens du pare-choc de ta Civic quand on était enfant? Je l'ai fixé. Et l'appareil photo, a-t-il continué. Et l'ordinateur portable. J'ai fait le calcul. Ce n'est pas tout, mais c'est un début. J'ai regardé l'enveloppe. Puis j'ai regardé mon frère. Pour la première fois de sa vie, il ne ressemblait pas à l'enfant doré. Il ressemblait à un homme. Un homme fatigué et plein de regrets. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que papa avait raison, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. J'étais inutile. J'étais une sangsue. En creusant ces trous, j'ai beaucoup de temps pour penser. Je veux être différent, Marc. J'ai pris l'enveloppe. Elle semblait lourde. Plus lourde que la clé de la Porsche. Garde-la, ai-je dit. Non, je dois. Garde-la, ai-je insisté. Mets-la sur un compte d'épargne. Construis ton propre filet de sécurité parce que maman ne peut plus le faire. Il a hoché la tête, avalant difficilement. Mais, ai-je dit en prenant un bloc de ponçage. Si tu veux vraiment me rembourser, prends ce papier de verre. Cette-elle a besoin d'environ 3 heures de ponçage à l'eau. Et je facture 100 $ de l'heure pour la main-d'œuvre. Tu me donnes 5 heures. On est quitte pour la Civic. Caleb a regardé le papier de verre. Il m'a regardé. Un petit sourire sincère est apparu sur son visage.
Marché conclu, a-t-il dit. Il a enlevé sa veste, a remonté ses manches et a commencé à poncer. Le son du papier de verre sur le métal est monotone. C'est un murmure de grattage rythmique qui peut vous rendre fou si vous n'aimez pas le processus. Pendant les 2 premières semaines, j'ai regardé Caleb lutter avec ça. Il était habitué à la gratification instantanée. Balayer à gauche, balayer à droite, double tapoter pour un j'aime. La restauration ne fonctionne pas comme ça. La restauration est lente. C'est douloureux. Cela vous force à affronter vos propres erreurs couche par couche. Caleb détestait ça. Mes mains saignent, Marc, s'est-il plaint le 3e jour, montrant ses doigts couverts d'ampoules. Les lumières fluorescentes de l'atelier le faisaient paraître pâle, dépouillé de la lueur de l'enfant doré qu'il avait porté toute sa vie. Mais des gants, ai-je dit, sans lever les yeux du carburateur que je reconstruisais. Je ne peux pas sentir le grain avec des gants, a-t-il répliqué. J'ai fait une pause. C'était quelque chose que je lui avais dit il y a des années, quand nous étions enfants et que j'essayais de lui apprendre à cirer la civique. Il s'en souvenait. Alors saigne, ai-je dit. Le sang s'en va au lavage. La rouille non. Il n'a pas abandonné. Ce fut la première surprise. Je m'attendais à ce qu'il parte après la première semaine pour retourner dans le petit appartement de maman et pleurer jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de le renflouer à nouveau. Mais il s'est présenté tous les matins à 7 heures. Il a été en retard 2 fois et j'ai réduit sa paie. Ou plutôt, je l'ai déduite du grand livre imaginaire de sa dette. Il n'a pas discuté. Il a juste travaillé plus dur le lendemain. Mais le vrai test n'était pas le travail. Le vrai test était maman. 3 semaines après le début de l'apprentissage de Caleb, Patricia Vance est entrée dans mon atelier. Elle semblait déplacée parmi les châssis vintage et l'odeur d'essence. Elle portait un trench coat qui semblait cher mais était visiblement plus vieux. L'un des rares articles de luxe qu'elle n'avait pas vendu. Elle a regardé autour d'elle avec un mélange de dégoût et de chagrin. Caleb, a-t-elle appelé. Sa voix a résonné sur les murs de béton. Caleb était sous le pont élévateur, vidangeant l'huile d'une Corvette de 72. Il a glissé sur le chariot de visite, le visage maculé de graisse. « Maman » a-t-il dit en s'essuyant le front avec un chiffon sale. « Oh, regarde-toi » Elle s'est précipitée, ignorant les taches d'huile sur le sol. Elle s'est agenouillée, ruinant ses bas. « Tu as l'air terrible. Tu as l'air épuisé. Ce n'est pas juste. »« Je travaille, maman » a dit Caleb en se levant. Il avait l'air mal à l'aise. Ce n'est pas du travail. C'est de l'esclavage. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de ce feu familier. Marc, comment peux-tu lui faire ça? C'est ton frère, pas ton serviteur. Il a un diplôme. Il a du talent. Il a un casier judiciaire et une dette, maman, ai-je dit calmement en m'essuyant les mains sur une serviette d'atelier. Et il apprend un métier. Il est en fait bon pour le détail s'il se concentre. Il ne devrait pas frotter des pneus. Elle s'est retournée vers Caleb et lui a pris les mains. Bébé, écoute-moi. J'ai trouvé un moyen. J'ai rencontré un homme, un investisseur. Il est intéressé par cette idée d'application que tu as eue l'année dernière. Celle du blog de voyage. Caleb a retiré ses mains. Cette application était une blague, maman. C'était juste Instagram avec un filtre différent. Non, non, il adore ça. Il est prêt à mettre de l'argent de départ, un salaire. Tu pourrais quitter ce donjon. Tu pourrais être un PDG à nouveau. J'ai observé Caleb. C'était le moment où la drogue était offerte. Pas de l'héroïne, mais de la validation, la promesse de la sortie facile, l'illusion qu'il était spécial sans avoir à le mériter. Caleb a regardé maman. Puis il a regardé la Corvette. Puis il m'a regardé. Est-ce que cet investisseur sait que je suis en probation, a demandé Caleb. Sait-il que je ne peux pas quitter l'État? Nous n'avons pas à lui dire tout de suite, a chuchoté maman, sa voix tombant à un murmure conspirateur. On peut truquer les dates. Je peux gérer la paperasse. J'ai encore quelques contacts. Alors mentir, a dit Caleb. Tu veux que je mente encore? Ce n'est pas mentir. C'est du marketing. Maman a supplié. Caleb, s'il te plaît.
Je ne supporte pas de te voir comme ça. Ça me brise le cœur. Tu étais destiné à de meilleures choses. Caleb a fait un pas en arrière. Il a ramassé la clé à filtre à huile. Maman, a-t-il dit, sa voix stable. J'ai détruit une Porsche. J'ai failli me tuer. J'ai ruiné ta vie. Tu vis dans un appartement de 2 chambres près de l'autoroute à cause de moi. Je me fiche de la maison, a-t-elle sangloté. Je me soucie de toi. Si tu te souciais de moi, a dit Caleb, et cette fois, sa voix s'est brisée. Tu m'aurais laissé échouer il y a 10 ans. Tu m'aurais laissé rendre la Civic quand je l'ai cassée. Tu n'aurais pas co-signé l'Audi. Je te protégeais. Tu me paralysais, a-t-il dit. Le silence dans l'atelier était lourd. Le compresseur d'air s'est mis en marche dans le coin. Un rugissement soudain qui a fait sursauter maman. Mais Caleb n'a pas bronché. Je ne viens pas avec toi, maman. Je finis cette vidange et ensuite je vais poncer cette aile jusqu'à ce que mes doigts saignent à nouveau parce que pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je vaux. Je vaux $10 de l'heure et je vais en gagner 11. Maman est restée là, stupéfaite. Elle m'a regardé, attendant que j'intervienne, que je sois le méchant pour qu'elle puisse être la sauveuse. Mais je me suis juste appuyé contre l'établi et j'ai croisé les bras. Rentre chez toi, maman, ai-je dit doucement. Elle a regardé Caleb une dernière fois, attendant qu'il change d'avis. Il lui a tourné le dos et est retourné sous le pont élévateur. Elle est partie. Elle n'a pas claqué la porte. Elle s'est juste évanouie comme un fantôme réalisant qu'il ne hantait plus la maison. Ce soir-là, après la fermeture, j'ai ouvert le frigo du bureau et tendu une bière à Caleb. Ça va, ai-je demandé. Il a pris une longue gorgée. Elle a mis en gage son alliance, a-t-il dit doucement. J'ai vu sa main. Le diamant a disparu. Elle a vendu la dernière chose que papa lui a donnée pour essayer de financer un autre de mes échecs. Elle t'aime, Caleb. À sa façon tordue. Je sais, a-t-il dit. C'est pour ça que je ne peux plus prendre son argent. C'est du poison. Il m'a regardé. Et, Maz, apprends-moi à souder. Je ne veux plus juste poncer. Je veux construire. Nous sommes restés tard ce soir-là. Je lui ai montré comment faire un cordon de soudure sur un morceau d'acier de rebut. Il était terrible à ça. Il a brûlé un trou droit à travers le métal, mais il a ri. C'était un vrai rire, pas le gloussement performatif qu'il faisait au fait. 6 mois se sont transformés en 1 an. Caleb a déménagé de l'appartement de maman pour un petit studio au-dessus de l'atelier. C'était exigu, ça sentait l'huile et il n'y avait pas de vue. Il adorait ça. Il payait son propre loyer. Papa passait occasionnellement. Il n'en faisait jamais tout un plat. Il amenait sa propre voiture, une Mercedes moderne, pour l'entretien. Il insistait pour payer le prix fort. Un après-midi de novembre, papa est entré dans la baie où Caleb travaillait sur l'intérieur d'une Jaguar E-Type de 1965, un projet massif que nous avions entrepris pour un client très en vue. Caleb cousait le cuir sur la console centrale. C'était un travail délicat nécessitant une immense patience. Papa est resté là pendant 10 minutes à regarder. Caleb savait qu'il était là, mais il n'a pas levé les yeux. Il a continué à bouger son aiguille, concentré, respirant en rythme. La couture est serrée, a dit papa. Enfin. Caleb a levé les yeux. C'est une couture anglaise double. Marc m'a montré comment la renforcer pour qu'elle ne se fende pas avec le temps. Papa a hoché la tête. Il s'est approché et a passé son doigt le long du cuir. Il l'a inspecté avec l'examen minutieux d'un homme qui construisait des gratte-ciel. Bien, a dit papa. Acceptable. Venant de Robert Vance, acceptable, était une ovation debout. Papa s'est tourné vers moi. Marc, je dois revoir ma planification successorale. Mon avocat rédige des mises à jour concernant l'héritage et les structures de fiducie. Caleb s'est tendu. J'ai vu ses épaules se hausser. Le mot héritage avait toujours été un déclencheur dans notre famille. Une arme que maman utilisait pour nous menacer ou une carotte qu'elle faisait miroiter. Je n'ai besoin de rien, papa, a dit Caleb rapidement. Je vais bien. J'ai un travail. Je sais que tu as un travail, a dit papa. Je peux le voir. Mais il ne s'agit pas de charité.
Il s'agit d'affaires. Papa a sorti un dossier de sa veste. Je mets en place une nouvelle fiducie. Elle détient les titres de mes propriétés commerciales. J'allais la laisser entièrement à Marc parce que franchement, je ne te faisais pas confiance avec un billet d'$1, encore moins un bâtiment. Caleb a tressailli mais n'a pas discuté. Cependant, a continué papa, Marc me dit que tu as fait preuve de constance. Tu as payé tes frais de justice. Tu es resté sobre. Tu n'as pas demandé un centime en 12 mois. Papa a placé le dossier sur l'établi. Je réécris les termes. La fiducie sera partagée 60/40. Marc obtient le contrôle majoritaire parce qu'il a le sens des affaires, mais tu obtiens 40% des dividendes à condition de rester employé et de passer un test de dépistage de drogue chaque année. C'est un filet de sécurité, Caleb. Pas un hamac. Si tu tombes, il te rattrape. Si tu t'allonges, il te jette. Caleb a regardé le dossier. Il ne l'a pas attrapé. Mets-le au nom de Marc, a dit Caleb. Papa a haussé un sourcil. Pardon? Mets le tout au nom de Marc, a dit Caleb en me regardant. Si je le gagne, il me donnera ma part. Si je rechute ou si je redeviens qui j'étais, je veux qu'il ait le pouvoir de me couper les vivres. Je ne me fais pas encore confiance, papa. Pas avec ce genre d'argent. Mais je lui fais confiance. J'ai senti une boule dans ma gorge. C'était le frère que je n'avais jamais eu. C'était l'homme qui avait été enterré sous des couches de sentiments d'avoir droit à tout et de complaisance. Papa a regardé Caleb pendant un long moment. Puis, pour la première fois en 20 ans, il a tendu la main et a serré l'épaule de Caleb. Homme intelligent, a dit papa. C'est la première décision financière intelligente que tu aies jamais prise. 18 mois après l'accident, la Jaguar E-Type était terminée. C'était un chef-d'œuvre. Peinture vert anglais de course qui semblait assez profonde pour y nager. Intérieur en cuir beige qui sentait le succès. Le moteur ronronnait avec cette harmonie distinctive du 6 cylindres en ligne. Ce n'était pas juste une voiture. C'était une résurrection. Le client venait la chercher samedi. Mais le vendredi soir, j'ai lancé les clés à Caleb. Prends-la pour un tour d'essai, ai-je dit. Caleb a attrapé les clés. Il avait l'air terrifié. Pas question. C'est une voiture de $200 000, Marc. Je ne la conduis pas. Et si? Et si quoi? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Et si tu l'écrases? Ouais. Et si je l'écrase? Alors on la répare, ai-je dit. Mais tu ne le feras pas. Tu n'es pas le même conducteur qu'il y a 2 ans. Tu respectes la machine maintenant. Tu sais combien tu as investi dans le jeu littéralement. Il a hésité, regardant le métal étincelant. Tu viens avec moi, côté passager, a-t-il convenu. Nous avons glissé dans les sièges bas. Caleb a ajusté les rétroviseurs. Il a vérifié le point mort. Il a tourné la clé. Le moteur a rugi à la vie. Une symphonie de précision mécanique. Il est sorti du garage lentement. Pas de patinage. Pas de frime. Il a navigué dans le trafic de la ville avec des mouvements prudents et délibérés. Il a vérifié ses angles morts. Il a gardé des distances de sécurité. Nous avons atteint l'autoroute côtière, la même autoroute où il avait détruit la Porsche. J'ai observé ses jointures sur le volant. Elles étaient blanches mais stables. En approchant du virage du phare, je l'ai vu relâcher l'accélérateur. Il a rétrogradé en douceur, ajustant le régime. Il a pris le virage à la limite de vitesse, serrant la corde parfaitement. Il n'a pas regardé le phare. Il a gardé les yeux sur la route. Ça va, ai-je demandé. Ouais. Il a laissé échapper un souffle. Ça va. Nous avons conduit en silence pendant un moment, écoutant juste le vent et le moteur. C'était un moment de connexion pure et tacite. Nous n'étions plus seulement frères par le sang. Nous étions partenaires. Nous étions des survivants d'une guerre domestique qui avait réclamé des voitures, des maisons et des mariages comme dommages collatéraux. J'ai invité maman pour Thanksgiving, a dit Caleb soudainement. Je me suis raidi. Tu l'as fait? Ouais. Elle ne va pas très bien, Maz. Elle travaille dans un grand magasin au comptoir de maquillage.
Son arthrite est mauvaise. Elle a l'air vieille. Elle a fait ses choix, Caleb. Je sais. Et je ne te demande pas de la réparer. Je ne demande pas à papa de la sauver. Je dis juste que c'est maman. Et je pense qu'elle a besoin de voir ça. Elle a besoin de voir qu'on a survécu à son aide. J'ai regardé par la fenêtre vers l'océan. Le soleil se couchait, peignant l'eau dans des tons de violet et d'orange. D'accord, ai-je dit. Mais si elle parle d'opportunité d'investissement, elle mange sur le porche. Caleb a ri. Marché conclu. Thanksgiving a eu lieu dans la nouvelle maison de papa, un endroit plus petit et plus moderne qu'il avait acheté après avoir réduit la taille du domaine. C'était juste nous quatre. Moi, Caleb, papa et maman. C'était gênant au début. Maman est arrivée dans sa vieille Lexus, qui était maintenant cabossée et sale. Elle a apporté une tarte achetée en magasin parce qu'elle n'avait plus de grande cuisine pour cuisiner. Elle semblait frêle. Le feu avait disparu de ses yeux, remplacé par une résignation lasse. Mais quand elle a vu Caleb, son visage s'est illuminé, non pas de la fierté maniaque d'avant, mais d'un soulagement sincère. « Tu as l'air en bonne santé », a-t-elle dit en touchant son visage. Il s'était étoffé, ses muscles durcis par le travail manuel. Il avait l'air capable. « Je le suis, maman », a-t-il dit. « Je vais vraiment bien. » Le dîner était calme mais civil. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'avons pas parlé de la Porsche, de la dette ou des procès. Nous avons parlé de la Jaguar. Nous avons parlé de l'expansion de l'entreprise. Marc me laisse diriger la cabine de peinture le mois prochain, leur a dit Caleb en coupant sa dinde. Je m'entraîne à mes motifs de pulvérisation. Je pense que j'ai le coup de main pour ça. C'est un travail délicat, a dit papa en hochant la tête avec approbation. Ça demande une main sûre. Il est meilleur que moi à ça, ai-je admis. Il a un œil d'artiste. Je ne suis qu'un ingénieur. Il voit mieux le flux de la lumière. Maman m'a regardé surprise. Tu penses qu'il est talentueux? Je sais qu'il l'est, ai-je dit. Il avait juste besoin d'arrêter de prétendre être millionnaire et de commencer à être un artisan. Maman a baissé les yeux vers son assiette. J'ai toujours su qu'il était spécial, a-t-elle chuchoté. Il l'est, a dit papa fermement. Parce qu'il s'est rendu spécial lui-même. Il l'a construit. Personne ne le lui a donné. La distinction planait dans l'air. Personne ne le lui a donné. Après le dîner, nous sommes sortis dans l'allée pour dire au revoir. Maman s'est dirigée vers ma Mustang qui était garée à côté de la Mercedes de papa. Tu te souviens, m'a-t-elle dit en traçant le capot de la Mustang. Quand tu as acheté cette Honda, la moche. Difficile à oublier, maman. Caleb a arraché le pare-choc. Elle a tressailli. J'étais tellement en colère contre toi ce jour-là. Je pensais que tu étais mesquin. Je pensais que mon travail était de m'assurer qu'aucun de vous ne ressente jamais de douleur. Je pensais que si vous ressentiez de la douleur, j'étais une mauvaise mère. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux humides. J'avais tort. La douleur est la seule chose qui vous apprend où est le bord de la falaise. Ça a pris du temps, ai-je dit. Mais nous avons appris. Elle s'est tournée vers Caleb. Je suis fier de toi. Pas parce que tu es riche. Tu ne le es pas. Et pas parce que tu es célèbre. Mais parce que quand je te regarde maintenant, je ne vois pas un garçon qui a besoin que je le sauve. Je vois un homme qui peut se sauver lui-même. Elle l'a serré dans ses bras. C'était une étreinte désespérée et accrochée. Puis elle est montée dans sa Lexus déglinguée et est partie. Papa se tenait sur le porche, faisant tourner un verre de scotch. Elle a raison, tu sais. À propos de quoi, a demandé Caleb. À propos de la douleur. J'aurais dû intervenir plus tôt. Je l'ai laissé diriger le spectacle parce que je ne voulais pas de conflit. J'ai payé les factures et j'ai regardé ailleurs. Je suis désolé pour ça, les garçons. Je n'aurais pas dû laisser les choses en arriver au point d'une leçon à 250 000 $. C'était des frais de scolarité coûteux, a souri Caleb. Mais je pense que j'ai obtenu mon diplôme. Papa a gloussé. Ça, tu l'as fait. Maintenant, sortez d'ici. J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous? Je l'ai fixé.
Qui? Ce ne sont pas tes affaires, a cligné papa. Mais elle conduit une Alfa Romeo Vintage et elle paie sa propre assurance. Nous avons ri. C'était un bon son. J'ai conduit chez moi ce soir-là avec les fenêtres baissées. L'air était froid, signalant l'hiver à venir, mais ça ne me dérangeait pas. J'ai pensé à la Porsche Speedster. Quelque part dans une casse, cette belle voiture blanche était un cube de métal écrasé. C'était une tragédie d'ingénierie, bien sûr. Mais en regardant dans mon rétroviseur et en voyant les phares de Caleb me suivre, stable, sûr, fiable, j'ai réalisé que c'était un échange équitable. Nous avons sacrifié un classique allemand pour sauver une famille américaine. La dette était payée. Le grand livre était équilibré et pour la première fois de ma vie, je ne vérifiais pas mon angle mort, attendant que quelqu'un vole mes clés. Je conduisais juste, les yeux vers l'avant, à toute vitesse. Remained behind. Night slowly passed. The sun rose. The hobbits rose rather later. Moaning went on. People came and began, by orders, to clear away the pavilions, and the tables and the chairs, and the spoons and knives, and bottles and plates, and the lanterns, and the flowering shrubs and boxes, and the crumbs and cracker paper, forgotten bags, and gloves and handkerchiefs, and the uneaten food, a very small item. Then a number of other people come without orders. Bagginsons and Boffins and Bulgers and Tooks, and other guests that lived or were staying near. By midday, when even the best fed were out and about again, there was a large crowd at Bag End. Uninvited, but not unexpected. Frodo was waiting on the steps smiling, but looking rather tired and worried. He welcomed all the callers, but he had not much more to say than before. His reply to all inquiries was simply this: Mr. Bilbo Baggins has gone away, as far as I know, for good. Some of the visitors he invited to come inside, as Bilbo had left messages for them. Inside the hall there was piled a large assortment of packages and parcels and small articles of furniture. On every item there was a label tied. There were several labels of this sort. For Adelard took for his very own from Bilbo on an umbrella. Adelard had carried off many unlabeled ones. For Dora Baggins in memory of a long correspondence with love from Bilbo on a large wastepaper basket. Dora was Drogo's sister and the eldest surviving female relative of Bilbo and Frodo. She was 99 and had written reams of good advice for more than half a century. For Milo Burrows, hoping it would be useful, from BB, on a gold pen and ink bottle. Milo For never Milo answered the letters. Burrows. Go, go. Where was it? Well, goodbye. Can I lost? From Milo Burrows. Go, go. For Milo Burrows, hoping it will be useful, from BB, on a gold pen and ink bottle. Milo never answered letters. For Angelica's use, from Uncle Bilbo, on a round convex mirror. She was a young Baggins and too obviously considered her face shapely. The collection of Hugo Brace girdle from a contributor on an empty bookcase. Hugo was a great borrower of books and was than usual at returning them. For Lobelia Sackville Baggins, as a present on a case of silver spoons. Bilbo believed that she had acquired a good many of his spoons while he was away on his former journey. Lobelia knew that quite well. When she arrived later in the day, she took the point at once, but she also took the spoons. This is only a small selection of the assembled presents. Bilbo's residence had got rather cluttered up with the things in the course of his long life.
It was a tendency of hobbit holes to get cluttered up, for which the custom of giving so many birthday presents was largely responsible. Not, of course, that the birthday presents were always new. There were one or two old mathams of forgotten uses that had circulated all around the district, but Bilbo had usually given new presents and kept all those that he received. Very good. The old hole was now being cleared a little. Every one of the various parting gifts. Every Oh, go. All yours. Every one of the various parting gifts had labels written out personally by Bilbo, and several had some point or some joke. But of course, most of the things were given where they would be wanted and welcome. The poorer hobbits, and especially those of Backshot Row, knew very well. Old Gaffer Gamgee got 2 sacks of